Bonjour à tous et nous voici réunis pour ce second cours de physique pour tous consacré à la physique des ondes. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé de la physique newtonienne et de la physique classique, c'est-à-dire de la physique des particules. Et cette semaine, nous allons nous attarder sur la physique des ondes. Les ondes sont des phénomènes qui nous entourent au quotidien. Il y a omniprésence des phénomènes impliquant les ondes. Par exemple, un des phénomènes les plus classiques, ce sont les vagues, c'est ce qu'on appelle les ondes de surface. Euh, les vagues, la houle, les phénomènes de marée, tout ça peut s'expliquer avec des ondes. Un autre type d'ondes assez connu, c'est les ondes sonores, par exemple le son. Là, ce qu'on peut voir, par exemple, à l'image ici, c'est un avion de chasse passant le mur de son. Et ce qu'on va voir, c'est que ça crée une onde de choc. En fait, cette onde de choc crée de la condensation. Et ce qu'on voit, en fait, c'est simplement la condensation due aux molécules d'eau. Et un deuxième grand type d'ondes, ce sont les ondes électromagnétiques, où toute la théorie développée, entre autres, par Maxwell au XIXe siècle. Et une des caractéristiques de l'onde électromagnétique, une des composantes les plus connues de l'onde électromagnétique est bien sûr la lumière. Il y a aussi d'autres composantes des ondes électromagnétiques. Il y a d'autres gammes de fréquences, d'autres gammes de longueurs d'onde, comme nous allons le voir, par exemple, comme la lumière infrarouge, les rayons X, les rayons gamma, etc., etc. Du coup, les ondes, ce sont des phénomènes qui sont présents et qui, de façon omniprésente, dans notre quotidien. Il y a trois grands types d'ondes. Il y a les ondes, ce qu'on appelle les ondes mécaniques, c'est-à-dire qu'elles nécessitent un milieu physique pour se propager. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le son, ce que je fais quand je parle, mes cordes vocales font vibrer l'air. Cette propagation se propage dans l'air et fait vibrer, arrive à vos oreilles, arrive au niveau de la cochlea, du tympan, fait vibrer votre tympan et vous pouvez entendre le son. Les vagues, du coup, c'est une propagation aussi dans un milieu mécanique, cette fois-ci l'eau. On a une propagation d'une déformation à la surface de l'eau, par exemple, et un tremblement de terre qui est une propagation de la déformation de la Terre à travers le manteau terrestre, à travers la croûte terrestre. Il y a un deuxième grand type d'ondes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les ondes électromagnétiques. Celles-ci nécessitent aucun support physique, on verra ça par la suite, et des grands exemples sont la lumière, les rayons infrarouges, le rayon X. Ce qui veut dire que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans l'espace, car on peut considérer que l'espace est principalement vide. Il y a très très peu de particules dans l'espace. Du coup, la lumière peut quand même se propager vu qu'elle ne nécessite pas de milieu matériel. Par contre, le son dans l'espace ne peut pas se propager à cause de ces conditions, vu qu'il n'y a pas de particules. Comme nous allons voir, le son correspond à des molécules d'air qui répondent les unes, qui rebondissent les unes sur les autres. Comme il n'y a pas de molécules d'air, le son ne peut pas être propagé. Du coup, euh, contrairement à Star Wars, lors des batailles spatiales, il ne peut pas avoir, on n'entend pas le bruit des lasers. Et il y a un deuxième grand type d'onde, où je vais parler rapidement, c'est des ondes gravitationnelles. Schématiquement, ici, on peut dire que c'est l'espace-temps qui vibre. Ça a valu pour leur découverte expérimentale le prix Nobel en 2017 et principalement, ce n'est pas une déformation d'un milieu physique. Ici, c'est l'espace-temps qui vibre et nous définirons l'espace-temps dans un prochain cours, dans le cours de relativité générale. Du coup, maintenant qu'on a défini ces différents types d'ondes, il y a différents types, on va dire, de propagation. Imaginons, commençons par une vue de l'esprit, imaginons un lac plat, je prends un caillou, je le balance dans le lac, c'est tout ce que ça va faire des ondes concentriques qui vont s'éloigner du point d'impact. Et ce qu'on voit, c'est que les ondes, du coup, se propagent comment? Elles se propagent à la surface de l'eau, mais cependant, le mouvement des particules, comment il est? Il est perpendiculaire à cette propagation. Les vagues sont bien perpendiculaires à la surface de l'eau. Je vais vous montrer cette petite animation issue de Wikipédia. Ce qu'on voit bien ici, que l'onde se propage de la gauche vers la droite. Cependant, la déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. Ça, c'est ce qu'on appelle les ondes transverses et c'est principalement les ondes, par exemple, les ondes à la surface de l'eau, certaines ondes sismiques ou bien les ondes électromagnétiques. La direction de propagation de l'onde est transverse au mouvement des particules, on va dire, pour résumer, dans le cas des ondes, des vagues, par exemple. Il y a un deuxième type d'onde, c'est les ondes longitudinales. Et là, ce qu'on va le voir, c'est le cas du son. En fait, c'est ici le mouvement des particules est parallèle à la direction de propagation. Ce qu'on va voir dans cette petite animation, ce qu'on voit là, c'est que les particules vibrent de la gauche vers la droite et l'onde se propage de la gauche vers la droite. Du coup, la, la propagation des particules se fait dans le même sens que la propagation de l'onde. Et c'est ce qu'on appelle les ondes longitudinales. Et là, ça va être le cas, par exemple, du son, qu'on verra par la suite.
Alors, pour l'instant, on a défini différents grands types d'ondes, différents types de propagation, et on va donner une définition plus formelle. Une onde, c'est un phénomène périodique se propageant dans l'espace qui résulte en une transmission de signal d'énergie à grande échelle. Il n'y a pas de déplacement global de matière, par exemple, pour le cas des ondes matérielles. L'exemple, par exemple, si je balance encore ce caillou dans ce lac, on voit bien que l'onde va se propager jusqu'au bord du lac, normalement, mais ça ne veut pas dire que les particules d'eau à l'endroit de l'impact du caillou vont aller jusqu'au bord du lac. Ce qui va se passer, c'est que ces particules d'eau vont bouger et vont propager leur mouvement aux particules d'à côté qui vont elles-mêmes bouger. Du coup, on n'a pas de déplacement global de matière, on a un déplacement global de signal et donc d'énergie. Par exemple, dans le cas du son, je vais faire vibrer avec mes cordes vocales l'air aux alentours de ma bouche, qui va faire vibrer des particules d'air juste à côté, qui vont faire vibrer d'autres particules d'air, etc., etc. Du coup, la propagation de la vibration, on va bien avoir cette propagation de cette vibration, néanmoins les particules d'air aux alentours de ma bouche vont rester proches de ma bouche. On dit que c'est un phénomène périodique parce qu'on va s'intéresser dans un premier temps à des signaux avec une seule fréquence. Et ça veut dire que le phénomène périodique, comme nous allons le voir dans l'exemple prochain, c'est quelque chose on va pouvoir définir une période temporelle, il y a une fréquence temporelle, et on va aussi pouvoir définir une périodicité spatiale. Alors, prenons un cas tout simple, imaginons une bouée dans la houle. Alors, cette petite animation, du coup le point bleu est ma bouée, ma houle va être ce signal un peu sinusoïdal, et ce qu'on va regarder, c'est la position. Si on suit la position en hauteur de cette bouée en fonction du temps, qu'est-ce qu'on va voir? Dans cette petite animation, on voit que la bouée monte et redescend, et que ça a l'air d'être périodique, c'est-à-dire qu'elle répète tous les temps t, du coup ce grand T, elle répète ce mouvement de va-et-vient de montée et de descente. Du coup, si on représente graphiquement la trajectoire de la bouée, du coup, c'est le graphe de droite ici. Ce qu'on voit, c'est que ma bouée, si je note h à hauteur en fonction du temps, elle va monter d'une certaine amplitude A, et ce mouvement va se répéter tous les temps t. On voit bien que ce motif-là, c'est ce qu'on appelle un motif élémentaire. C'est le plus petit motif élémentaire. Et si je prends ce motif-là et que je le colle à droite, ça va bien répéter le mouvement de ma bouée. Du coup, on a bien ce qu'on appelle un phénomène périodique, comme on le voit là. Ce phénomène va se répéter, et l'intervalle entre deux maxima ou l'intervalle entre deux minima, ça va être la période t, et c'est ce qu'on va appeler la périodicité temporelle de l'onde. On peut faire aussi autre chose, c'est on peut regarder cette fois-ci, qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est une représentation. C'est plus un h de t, mais un h de x, c'est-à-dire que je prends à un instant t donné une photo de mes vagues. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que mes vagues ont cette forme-là. Et je vois aussi que c'est un phénomène périodique. Et qu'est-ce que je vois? C'est qu'on peut définir une nouvelle échelle. Cette fois-ci, ça ne sera plus une échelle de temps, mais simplement une échelle dans l'espace. On va appeler lambda, qui est la périodicité spatiale de l'onde. Globalement, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est ce lambda, si on prend l'image des vagues, c'est de la distance entre les deux hauteurs, enfin les deux maxima des vagues, ou les deux minima, par exemple ici. Du coup, l'intervalle entre les deux sommets des crêtes des vagues. Et on peut aussi lui attribuer une périodicité temporelle. Si je mets ces bouées dans ces vagues, elle va monter et descendre, et on peut définir la période spatiale t comme le temps le temps que met la bouée pour passer d'un maximum à un autre. Du coup, on se voit qu'on peut naturellement définir avec ces phénomènes d'onde, ces phénomènes périodiques, deux grandeurs caractéristiques, la périodicité spatiale de l'onde et la périodicité temporelle de l'onde. Et ce qu'on voit en fait, c'est que en un laps de temps t, l'onde parcourt une distance lambda. En fait. Du coup, la vitesse de l'onde est simple à calculer dans ce cas-là. Elle est simplement, c'est la longue distance parcourue sur l'échelle de temps. Et du coup, on trouve bien que c'est lambda sur t. Et comme on a défini la fréquence comme 1 sur t, on trouve simplement que la vitesse de l'onde, c'est lambda fois sa fréquence. Du coup, là, ça va être deux concepts vraiment fondamentaux pour la suite. C'est ces trois concepts, la vitesse, la longueur d'onde et la fréquence. Et on voit quoi? C'est que ces trois phénomènes sont simplement
reliés l'un à l'autre et que la vitesse est simplement la longueur d'onde fois la fréquence. Ok, petite question intéressante, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple mon échelle de temps t devient 2 fois plus petite, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que ma fréquence va être 2 fois plus grande, ça veut dire que la bouée va mettre 2 fois moins de temps de passer d'un maximum de la vague à un autre maximum de la vague. De même ici, si je divise la longueur d'onde par 2 de l'onde, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir 2 fois plus. Au lieu de, en une période lambda, au lieu d'atteindre 2 maxima, si lambda égale lambda sur 2, on va avoir le temps de remonter, de redescendre et de remonter. Et ça va avoir des conséquences assez pratiques. C'est et on va caractériser une onde du coup par deux choses, sa longueur d'onde et sa fréquence, qui va définir sa vitesse. Ok. Ça, en fait, je vous ai montré des images de fonctions, mais en fait, c'est des fonctions périodiques un peu spécifiques que je vous ai définies. Et globalement, petit rappel de maths du collège, il y a deux grands types de fonctions périodiques. Il y a les cosinus et les sinus. Les cosinus, c'est la courbe rouge ici. Les sinus, c'est la courbe bleue. Ce qu'on voit ici, c'est que le cosinus, l'intervalle entre ces deux maxima, c'est de longueur 2π. C'est-à-dire que cette fonction est 2π périodique. Et pareil pour le sinus, entre ces deux maxima, il y a un intervalle de 2π. Ce qu'on voit ici, du coup, la fonction sinus est aussi 2π périodique. Du coup, si au lieu d'avoir cos de x, j'ai cos de 2πx, on va trouver que cette fonction est impériodique, c'est-à-dire que la distance entre deux maxima, c'est simplement 1. Et du coup, on va pouvoir jouer avec ça et à partir des fonctions cosinus et sinus, on va pouvoir dilater ou non la hauteur, enfin la distance entre les deux maxima. Et du coup, en changeant simplement l'argument de la fonction, on va pouvoir représenter toute fonction périodique qui a la forme d'un cosinus à une certaine fréquence. Il existe deux types de fonctions périodiques. Les cosinus et les sinus ne sont pas du tout les seules fonctions périodiques. On peut penser à des fonctions qui répètent simplement des triangles ou simplement des marches d'escalier. Où on est, par exemple, une fonction qui ferait ça, qui vaudrait moins 1, puis 1, puis moins 1, puis 1. Là, on aurait ici un motif élémentaire qui serait non plus ces oscillations, mais cette alternance de marches d'escalier. Et ce qu'on verra, c'est que cette fonction est aussi périodique. Alors, comme on va le voir par la suite, pourquoi on s'intéresse principalement à des sinus et des cosinus? C'est parce que, globalement, il y a un théorème qui s'appelle la décomposition de Fourier qui dit que toute onde, enfin quasiment toute onde, enfin tout signal périodique, quasiment tout signal périodique peut être décomposé comme une somme de cosinus et de sinus. Nous verrons ça par la suite. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'une onde, ça va être caractérisé par deux choses, sa longueur d'onde et sa fréquence, qui va déterminer sa vitesse. Et ce qu'on va voir en fait, ce qui est intéressant, c'est par exemple pour toutes les ondes électromagnétiques, dans le vide, la vitesse est constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si la vitesse est constante, ça veut dire que la longueur d'onde fois la fréquence est une constante. Ça veut dire que si je change la longueur d'onde d'une onde électromagnétique, ça va immédiatement changer sa fréquence. Du coup, on représente simplement toutes les ondes électromagnétiques par leur longueur d'onde. Du coup, les plus petites longueurs d'onde, c'est ce qu'on appelle les rayonnements gamma. Ça, c'est des rayonnements qui sont très énergétiques et très dangereux. Ça, c'est les rayonnements X, ce qu'on utilise quand on utilise par exemple pour faire de la radio. Les rayonnements ultraviolets, c'est les rayonnements qui sont en partie émis par le soleil et qui sont dangereux aussi pour la peau. Il y a ce qu'on appelle le rayonnement visible, du coup cette fenêtre entre 400 nanomètres et 800 nanomètres où on voit toutes les couleurs du spectre visible. Du coup, entre le violet et le rouge, le bleu principalement vers 400, 420, 430 nanomètres et le rouge vers 700 nanomètres. Là, on a toute la gamme de l'arc-en-ciel. Du coup, toute la lumière visible, en fait, qu'on a l'habitude de voir, qui est émise par le soleil, elle est uniquement entre 400 nanomètres et en gros 800 nanomètres. Si on remonte un peu dans les longueurs d'onde plus grandes, on retrouve le rayonnement infrarouge. Ça, c'est le rayonnement, comme on va le voir par la suite, émis par le corps humain, par exemple. Le rayonnement est micro-ondes. Là, ça, c'est les radios FM, TV. Du coup, c'est tout ce qui est ondes radio. Et ça encore, on a d'autres ondes radio. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, comme je vous l'ai dit, ces ondes électromagnétiques se propagent à cette vitesse-là. C'est-à-dire que, et comme la vitesse est simplement le produit entre la longueur d'onde et la fréquence, c'est-à-dire que plus la longueur d'onde est grande, plus la fréquence est petite. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Petite remarque,
Cette vitesse-là, en fait, elle est faramineuse. C'est même un postulat de la physique moderne, c'est que cette vitesse, la vitesse de la lumière dans le vide, on ne peut pas la dépasser. C'est la plus grande vitesse où on peut transmettre de l'information. Et cette vitesse C, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 299 792 458 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'une onde électromagnétique, elle peut faire en 7,5 fois le tour de la Terre en une seule seconde. Ça, c'est une échelle de vitesse complètement folle. Néanmoins, si on réfléchit par rapport juste à la taille du système solaire, le Soleil étant à 150 millions de kilomètres de la Terre, on peut faire un calcul simple et montrer qu'une onde lumineuse, une onde électromagnétique qui s'échappe du Soleil va mettre 8 minutes à atteindre la planète Terre. C'est-à-dire que si je regarde le Soleil, ce que je vous déconseille de faire, mais ce qu'on voit en fait, c'est la lumière qui a été émise il y a 8 minutes par le Soleil. C'est-à-dire qu'on sur Terre, on voit une image du Soleil il y a 8 minutes. Et du coup, on voit le Soleil comme il était il y a 8 minutes. Par contre, si on prend des astres qui sont beaucoup plus lointains, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce qu'on appelle une année-lumière. En fait, une année-lumière, c'est la distance parcourue en une année par la lumière. Et ça, c'est une unité de distance vraiment très très grande. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chaque seconde, on va parcourir 300 millions de kilomètres et on va faire ça pendant une année. Mais ce que vous avez sûrement dû entendre, c'est qu'il y a des astres qui sont à plusieurs millions, voire à plusieurs milliards d'années-lumière de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la lumière, par exemple, si on prend un astre qui a 1 million d'années-lumière de la Terre, la lumière qu'on voit, qu'on reçoit sur Terre maintenant, c'est en fait la lumière qui a été émise par cet astre il y a 1 million d'années. C'est-à-dire quand on regarde, imaginons qu'on ait un télescope suffisamment puissant pour regarder cette lumière, en fait, si on voit que l'étoile vient de naître, en fait, ça ne veut pas dire qu'elle vient de naître maintenant, mais en fait, ça veut dire que comme elle est à 1 million d'années-lumière, cette étoile est née il y a du coup 1 million d'années. Voilà. Du coup, si on repense à ce que je vous avais dit la semaine dernière, le rayonnement du corps noir, vous savez, c'est un des problèmes de la physique classique, c'est que si je chauffe un corps à une certaine température, il va émettre un spectre lumineux et ce qu'on voit là, c'est que, par exemple, pour un corps à 5000 Kelvin, il émet principalement des longueurs d'onde de l'ordre de 0,5 micromètres, c'est-à-dire en gros 500 nanomètres. Et si on utilise la théorie classique, on trouve que on ne trouve pas du tout la même courbe. Et en fait, Max Planck a résolu ce problème et c'est un peu un des actes fondateurs de la mécanique quantique, on va dire. Ça, Tristan vous l'expliquera la semaine prochaine. Mais principalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que du coup, plus je chauffe un astre, plus son pic va être décalé vers les petites longueurs d'onde. Et ce qu'on voit, c'est que le Soleil, c'est une température de surface de 5800 Kelvin, du coup, quasiment, on va dire, qui ressemble globalement à ça. Et en fait, son pic d'émission, si on regarde ça, cette tranche-là correspond à la lumière visible. C'est-à-dire que le Soleil, principalement, émet de la lumière visible, émet ce qu'on appelle la lumière blanche. On voit aussi qu'il émet un peu d'ultraviolet et un peu d'autres ondes. C'est pour ça qu'on met de la crème solaire pour se protéger des ultraviolets du Soleil, mais principalement, il émet de la lumière visible. Et en fait, notre œil, grâce à l'évolution, a su augmenter ses capacités à observer le visible. Notre œil, principalement, il ne voit pas l'ultraviolet, il ne voit pas l'infrarouge, il ne voit uniquement le visible. Pourquoi? Pour s'adapter au Soleil qui émet principalement de la lumière visible. Néanmoins, nous, si on est aussi un corps noir à 300 Kelvin, du coup, un peu plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, un corps noir à 300 Kelvin émet principalement dans l'infrarouge. C'est pour ça que, par exemple, pour voir des corps humains la nuit, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des lunettes infrarouges, c'est-à-dire des lunettes qui sont sensibles à l'infrarouge, ce qui nous permet de voir en fait les corps humains la nuit. C'est ces images que vous avez déjà dû voir dans les films d'action, ces images un peu vertes où on arrive à détecter les formes humaines dans le noir. Pourquoi? Parce que nous, on émet de la lumière, mais c'est pas une lumière visible, on n'émet pas du rouge ou du bleu. Nous, grâce à simplement notre température de notre corps, on émet un spectre en infrarouge. Voilà ce que je vous ai à dire sur la lumière. Du coup, ça se déplace très très vite. On ne peut pas dépasser cette vitesse dans le vide. Ça, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Comme on le verra par la suite, la vitesse de la lumière peut être plus faible dans différents matériaux, par exemple l'eau ou le verre. Ça, c'est vraiment la base sur les ondes électromagnétiques. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette vitesse est constante dans le vide pour toutes les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'il y a une relation profonde entre la longueur d'onde et la fréquence. La longueur d'onde fois la fréquence, c'est toujours égal à la même vitesse
pour les ondes électromagnétiques. Du coup, si je change la longueur d'onde, mécaniquement, je dois changer la fréquence aussi. Pourquoi des ondes? Alors, les ondes ici, par exemple, les ondes électromagnétiques, c'est le cas pour toutes les ondes, c'est une onde, ça résulte de deux mécaniques concurrentes qui se courent l'une après. Une onde, c'est du coup deux mécaniques concurrentes qui se courent l'une après l'autre. Par exemple, c'est la vibration du champ électromagnétique ici. Et ce qu'on voit, c'est, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est l'équation célèbre. C'est les équations de Maxwell, c'est les équations de base qui régissent principalement tout l'électromagnétisme. Il y a 4 équations. Ça a été développé par d'autres physiciens que Maxwell, comme Bohr, Gauss, Faraday, Ampère, par exemple. Enfin, ces noms portent les noms de Maxwell, Gauss, Maxwell, Faraday, Maxwell, Ampère, et c'est là Maxwell flux. Et ce qu'on voit, c'est que tout l'électromagnétisme peut être en gros régi par ces équations. Et ce qu'on voit, c'est, sans entrer dans les détails, mais ces opérateurs ici notés div et rot, où la divergence et le rotationnel, en fait, on peut les voir comme quoi? Alors, petit 1, le champ E, ici, c'est le champ électrique, et ça, c'est le champ B, c'est le champ magnétique. Et le rotationnel, on peut le voir comme un opérateur qui agit en fait sur le champ électrique et qui, en gros, correspond à ces variations spatiales, très schématiques. Pareil pour les divergences, ça correspond aussi aux variations spatiales du champ E, ici, aussi aux variations, à d'autres variations spatiales, on va dire, du champ E. Ce qu'on voit, c'est que ces variations spatiales de E sont reliées aux variations temporelles de B. Et si on regarde cette équation, oublions ce terme pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les variations spatiales de B sont liées aux variations spatiales de E. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir? C'est si on crée une onde magnétique, ce qu'on peut faire facilement si une particule chargée émet une onde magnétique, électromagnétique. Bah, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette onde va pouvoir se propager naturellement. Pourquoi? Parce que du coup, une particule chargée va émettre une onde électromagnétique. Du coup, par exemple, un champ B qui va changer dans le temps, ce qui va devoir créer des variations d'un champ E dans l'espace. Du coup, le champ E dans l'espace va bouger. Du coup, il va bouger aussi de façon dans le temps. Et du coup, les variations de champ E dans le temps vont créer des variations de champ B dans l'espace, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on a créé une onde magnétique, celle-ci va se propager. Là, du coup, c'est ce qu'on peut représenter schématiquement. Du coup, l'onde va se propager ici selon l'axe Z, et le champ B va bouger selon l'axe Y, et le champ E selon l'axe X. Du coup, on a deux mécaniques qui se courent, concurrentes, qui se courent après. Et principalement, qu'est-ce qui va se passer? Les variations de champ E vont créer des variations de champ B, qui vont créer des variations de champ E, qui vont créer des variations de champ B. Et du coup, on va pouvoir se propager. Ici, on n'a pas besoin de matière. C'est simplement en fait propagation d'une onde dans le champ électromagnétique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, les variations de champ E à un endroit vont créer des variations de champ B juste à côté qui vont créer des variations de champ E. On va avoir deux phénomènes concurrents qui se courent après l'autre. Ça va être encore plus visible dans le son. On va mieux comprendre avec le son. Qu'est-ce que le son en fait? Ici, j'ai un petit haut-parleur. Si on regarde cette animation, alors, qu'est-ce que va faire? Ça, c'est une vision schématique de molécules d'air, pour un certain espacement qui dépend de la pression, on va dire, pression ambiante. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire vibrer mon petit haut-parleur et qui va pousser mes ondes, qui va pousser, pardon, mes molécules d'air, et elles vont se rentrer dedans et l'onde va se propager comme ça, de la gauche vers la droite. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là de l'impact, en fait, on a une surpression qui va créer en fait une différence de masse volumique qui va elle-même induire une différence de pression. Et en fait, une onde sonore, c'est simplement une variation locale de la pression. C'est des cycles de compression, décompression. Et on a bien une onde ici longitudinale parce que le mouvement des particules d'air, en fait, elles vont heurter leurs particules d'air voisines puis revenir à leur place. Mais ce mouvement est dans la même direction que la propagation de l'onde. Alors, comment on mesure ce son? En fait, on a une unité qui s'appelle le décibel et c'est une unité un peu particulière, une unité un peu logarithmique, c'est que quand une augmentation de son de 3 décibels correspond à un doublement de l'intensité, et ici le son, en fait, se propage, on va dire, quasiment tout le temps à 340 mètres secondes, et ça ne dépend pas de la fréquence de l'onde, c'est-à-dire un bruit aigu et un bruit grave vont se propager à la même vitesse. Ça dépend uniquement de la température de la pièce où il y a le son et de la pression de la pièce. Du coup, le son, c'est simplement une propagation ici. Qu'est-ce qui va se passer? Mes molécules d'air vont s'entrechoquer avec les molécules d'air juste à côté d'elles, ce qui va, comme un phénomène de boule de billard en fait. Elles vont se transmettre
tout en revenant à la fin à leur place. Mais l'onde va se propager et globalement, une fois que l'onde est passée, le milieu est le même qu'avant. Les particules ont repris exactement la même place qu'avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même une propagation de la déformation, ce qu'on appelle. Ok, alors là on a vu du coup deux grandes ondes qui se propageaient, les ondes électromagnétiques et les ondes sonores, et on va s'intéresser à un effet Doppler. Et parce que si on reprend l'exemple que je vous ai donné de la pierre qui tombe, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'une pierre, par exemple, qui tombe, ou un objet, par exemple, imaginons cet objet ici lumineux qui émet des bips, on va dire à une certaine fréquence. Ce qu'on va voir, c'est que l'onde, elle va se propager ici dans un espace en 2D, et du coup, ça va être des cercles concentriques qui vont être plus ou moins espacés. Et si je mets un observateur ici, bah, je vais pouvoir observer les bip bip émises par mon objet ici qui émet cette onde. Et globalement, ce que je mets ici, c'est si celui-là émet par exemple des bips à une certaine fréquence, l'unité de fréquence, c'est ce qu'on appelle les hertz. Imaginons elle émette une onde avec une fréquence de 10 hertz, c'est-à-dire qu'il va avoir 10 bips par seconde. Ce qu'on voit, c'est que si je me mets ici, bah, je vais aussi mesurer 10 bips par seconde. Ça, c'est l'exemple classique. Par contre, ça devient tout de suite plus intéressant si on considère que l'émetteur de l'onde se déplace avec une certaine vitesse. Pourquoi c'est le cas ici? Ce qu'on voit, c'est que on a l'impression, et ce qui est le cas, c'est que comme l'objet en fait se déplace, il émet toujours ces bip bip. Néanmoins, comme il émet un bip, il avance, il émet un autre bip, la distance entre les deux bips consécutifs est plus petite que s'il était immobile dans la direction de propagation. Ce qu'on voit ici schématiquement, c'est que là, si je me mesure ici la fréquence, je vais avoir une mesure beaucoup plus aiguë. Je vais entendre beaucoup plus de bip bip, ce qui correspond à un bruit plus aigu que si l'émetteur ne bougeait pas par rapport à moi. Et à contrario, si je me mets de l'autre côté, ce qu'on voit bien ici, c'est que l'intervalle ici entre les bips est plus grand que l'intervalle ici, c'est-à-dire que qui est l'intervalle au repos, c'est-à-dire que je vais mesurer ici un son plus grave. Du coup, si je suis proche, enfin si l'émetteur du son se rapproche de moi, qu'est-ce que je vais entendre? Je vais entendre des bips aigus, plus aigus que s'il était immobile. Par contre, s'il s'éloigne de moi, je vais entendre des bips plus graves. Pourquoi? Parce que la fréquence ici apparente sera plus faible, du coup un son plus grave, et ici la fréquence apparente sera plus élevée, du coup un son plus aigu. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. On l'a tous expérimenté naturellement dans la vie. Par exemple, on se balade dans la rue, un camion de papier. Qu'est-ce qu'on a? Arrive vers nous, on a l'impression que le bruit est aigu, et dès qu'il nous dépasse et qu'il s'éloigne de nous, et le bruit est de plus en plus grave. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est une illustration de l'effet Doppler. Pourquoi? Parce que le camion de pompier avançant vers nous, sa sirène émet du coup ce bruit distinctif, on va dire ces bips. Mais comme elle émet un bip qui se propage, du coup, comme c'est le son à 340 mètres par seconde, mais que le camion se déplace lui-même, il va avancer et mettre un autre bip. Et du coup, au lieu d'avoir la fréquence, par exemple, si la fréquence est de 1 Hz pour la sirène, on va avoir une fréquence légèrement plus élevée. Pourquoi? Parce que comme le camion s'est déplacé, il a certes émis un bip une seconde après, néanmoins, la distance, on va dire, spatiale entre les deux bips est plus courte parce que le camion s'est déplacé. C'est ce qu'on voit dans cet exemple ici, sur le deuxième cadran sur l'effet Doppler. Et par contre, quand ce camion s'éloigne, il va toujours émettre des bips à une certaine fréquence, disons 1 Hz, mais nous, quand on va mesurer une fréquence plus petite. Pourquoi? Parce que le camion s'est déplacé. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Il y a d'autres applications, par exemple les radars sur l'autoroute fonctionnent avec l'effet Doppler. On peut mesurer du coup la vitesse de la voiture grâce à l'effet Doppler. On émet une onde, cette onde va rebondir contre la voiture et retourner à l'appareil. Si la fréquence est la même entre l'émission et la réception, c'est-à-dire que la vitesse de la voiture était nulle par rapport au radar. Par contre, si on mesure une variation de fréquence, ça veut dire que la vitesse de la voiture a une certaine vitesse, et en fait, on peut même, en calculant la différence de fréquence, mesurer la vitesse. Une des autres applications, si vous avez déjà fait un Doppler à l'hôpital, c'est mesurer la vitesse de déplacement des globules rouges. C'est le même principe, on envoie une onde sonore dans notre corps. Cette onde va être absorbée, réémise, enfin va être réfléchie par les globules rouges,
Et en fonction de la fréquence qu'on va mesurer, on aura la vitesse du globule rouge. Il y a des choses qui est assez intéressante, c'est de se demander, c'est un peu l'effet ici, c'est qu'est-ce qui se passe du coup. Pour l'instant, on a juste regardé, du coup, par exemple dans l'air, c'est 340 mètres par seconde, cette vitesse de propagation de l'onde. Et là, on avait un émetteur qui se propageait moins vite, c'est-à-dire que l'onde était toujours devant l'émetteur. Mais en fait, il y a un phénomène très intéressant, ce qu'on appelle le mur du son, qui se produit quand l'émetteur va exactement à la même vitesse de l'onde ou même va par-dessus la vitesse de l'onde. Et ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est un rafale a passé le mur du son en région parisienne et il y a eu une certaine onde de choc. Du coup, on va regarder une petite vidéo d'un TED qui explique très bien cette histoire d'onde de choc. Du coup, par-delà d'être un problème physique très intéressant, ces ondes de choc ont eu des problèmes assez concrets en fait pour la fabrication des avions, parce qu'on a voulu faire des avions qui vont de plus en plus vite, et comme on l'a vu la semaine dernière, la vitesse de frottement est proportionnelle à la vitesse de l'objet qui se déplace. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, par exemple, et quand on atteint une certaine vitesse, il y a des fortes turbulences qui se développent, et du coup, l'avion a du mal à se propager. Et il y a énormément de crash aussi. Dès qu'on soit plus un avion allait vite, en fait, plus l'air résiste à ce mouvement et plus c'est compliqué d'avancer. Et en 47, les ingénieurs ont réussi à développer un avion qui était capable, du coup, ici, d'aller plus vite que la vitesse du son. Du coup, ça, c'est la vitesse du son à cette altitude précise. Du coup, il a réussi avec cet avion, avec ce bel X-1, à aller plus vite que le mur du son, à aller plus vite que le son. Là, maintenant, il y avait des avions qui ont été capables, enfin même à par-dessus, on dépasse ça, d'aller à plusieurs vitesses de Mach, du coup, plusieurs fois la vitesse du son. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'on voit ici, c'est que l'avion se déplace et comme il se déplace plus vite que l'onde qu'il émet, en fait, quand on le voit arriver, on l'entend pas, l'avion. Mais ce qu'on voit sur ce cône-là, c'est que toutes les ondes, en fait, vont toucher le sol en même temps. C'est ce qu'on va voir dans cette explication. Ça, c'est quand on émet, par exemple, simplement quand l'onde, par exemple, l'émetteur ne bouge pas par rapport au récepteur. On émet ces beaux cercles concentriques. Et en 3D, ce ne sont pas des cercles, ce sont des sphères, mais c'est la même idée. Ça, c'est ce qui se passe quand l'émetteur ne bouge pas par rapport au récepteur. Maintenant, si on imagine voilà, ce train avec ce sifflet, ce qu'on voit, c'est que comme la source bouge, en fait, la fréquence à droite ici est plus élevée que la fréquence à gauche. C'est le schéma que je vous montrais tout à l'heure. C'est ça, c'est l'effet Doppler. Et en fait, ça, tout se passe bien tant que la source se déplace moins vite que la vitesse du son. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand la source atteint la vitesse du son? C'est possible, par exemple, avec un avion supersonique. Il se passe quelque chose de très intéressant. Il va plus vite que ces ondes. En fait, il forme ce qu'on appelle un cône de Mach ici. Et en fait, toutes ces ondes, quand on regarde là le paysan et sa vache, du coup, il voit l'avion arriver, mais il ne l'entend pas. Pourquoi? Parce que le son n'a pas eu le temps de lui arriver. Mais par contre, toutes les ondes sonores ici se concentrent selon ce cône. Et en fait, c'est pour ça qu'on entend un boom. Du coup, c'est qu'en fait, au lieu d'entendre un bip à chaque fréquence, il va entendre en gros tous les bips d'un coup. En faisant un peu de géométrie élémentaire, on trouve qu'en fait, ça fait une hyperbole. Et du coup, en fait, toutes ces zones-là vont entendre en même temps ce boom. Et physiquement, comprendre très bien la propagation de ce boom, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que les équations, on va dire, de la propagation du son dans un fluide un peu complexe, c'est régi par les équations de Navier-Stokes. Et ces équations, c'est ce qu'on appelle un programme du millénaire et on a du mal, on peut pas les résoudre. C'est pas comme les équations de Newton que je vous ai montrées la semaine dernière qui sont faciles de résoudre, les équations de Maxwell, c'est des équations plus compliquées.
Et si on rentre un peu dans les détails, en fait, on entend deux booms principalement qui sont nus au nez de l'avion et à la queue de l'avion. Je vous mettrai la vidéo dans les commentaires pour que vous puissiez la regarder tranquillement. Du coup, on peut résoudre numériquement grâce à des ordinateurs la progression de ces sons. Mais il y a surtout un effet très intéressant, c'est que certes, l'homme est capable de passer le mur du fion avec par exemple des avions ou des missiles, mais en fait, on estime que ce diplodocus, il y a plusieurs centaines de millions, enfin il y a plusieurs de dizaines de millions d'années, était capable lui aussi de passer le mur du son avec sa queue, qui s'en servait pour éloigner les prédateurs. Par exemple, ce T-Rex qui apparaît à la droite de l'écran. Et en fait, ce qu'on a remarqué, parce que ça c'est juste des suppositions, on n'en est pas sûr, c'est que des crevettes aussi sont capables de faire ça et avec leurs pinces de créer ce qu'on appelle une onde de cavitation et d'assommer des poissons avec. Ce qui leur permet de chasser en fait. Grâce à cet effet de cavitation, crée une onde de choc qui sont capables d'assommer des poissons. Ok. Ok, du coup, ça s'est passé la semaine dernière à Paris. Un Rafale, pour aller intercepter un autre avion, a passé le mur du son et du coup, on a eu cette onde de choc et c'est pour ça qu'on a entendu ce boom. Ok, est-ce que c'est possible de faire exactement la même chose avec la lumière? Alors, comme je vous ai dit, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Du coup, dans le vide, c'est complètement impossible. Hein, c'est une limite infranchissable, cette vitesse de la lumière. Par contre, on peut le faire dans l'eau. Alors là, sans rentrer dans trop les détails, mais ça s'appelle l'effet Vafilos-Cherenkov et ça se voit aux alentours des réacteurs nucléaires. Ce qu'on voit, c'est que la lumière, la célérité C de la vitesse de la lumière, enfin, la célérité pardon, de la lumière dans l'eau, c'est égal à celle du vide divisé par n, où n vaut 1 près 1,5. C'est ce qu'on appelle l'indice optique du milieu. Et du coup, ce qui veut dire que la lumière dans le vide se propage plus vite que la lumière dans l'eau. Et en fait, qu'est-ce qui peut se passer? C'est si dans l'eau, ici, dans ce réacteur nucléaire, le réacteur peut émettre une particule chargée qui va avoir une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, je précise bien dans l'eau. En fait, au lieu d'avoir ce cône de vitesse, ce cône de Mach pour le son, ce qu'on va voir, c'est ce cône de Mach en gros pour la lumière schématiquement. Et du coup, on voit cette lumière bleue émise. Du coup, c'est à peu près la même idée que tout à l'heure, c'est on a une particule qui se déplace plus vite que la lumière dans l'eau. Je précise bien dans l'eau parce que dans le vide, c'est complètement impossible de faire ça. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière et c'est ce qu'on verra dans le cours de relativité restreinte prochaine. Ok. Alors pour l'instant, je vous ai parlé d'ondes, des ondes lumineuses, des ondes sonores, mais en fait, toutes ces ondes ont un point commun, c'est qu'elles ont, il y a une fameuse équation d'onde due à d'Alembert qui s'écrit de la façon suivante, qui veut dire que ça c'est mon U, ça va être mon onde. Les variations secondes en temps de l'onde sont proportionnelles à la variation seconde dans l'espace de l'onde multipliée par une constante qui est simplement la vitesse de l'onde dans le milieu. Ici, on l'a nommé C, mais du coup, pour le son, ça serait 340 mètres par seconde, et pour la lumière, ça serait les 300 millions de mètres par seconde. Et du coup, c'est cette fameuse équation d'onde. On peut écrire du coup pour l'onde de la lumière et l'onde du son cette équation. Et qu'est-ce qu'on va trouver? C'est que les variations du coup d'une certaine quantité, U ici par exemple pour le champ électromagnétique, ça sera le champ E ou le champ B, et pour le son par exemple, ça va être la pression. On trouve que les variations de pression dans la dérivée seconde de la pression par rapport au temps, c'est égal à la vitesse par exemple du son fois la variation seconde par rapport à l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations d'Alembert. Et du coup, ça caractérise la propagation des ondes. Mais U n'est pas l'onde en soi. Enfin, ça va être soit la pression, et la pression va représenter du coup l'onde. Parce que qu'est-ce qu'une onde sonore? C'est simplement une variation de pression dans l'air. Ok. Et il y a différents types de solutions. Pour l'instant, je vous ai montré des solutions, on va dire, des ondes progressives. C'est des ondes qui se propagent dans un milieu infini. Par exemple, je parle dehors, le son dans l'air, le son va se propager librement, si on néglige toutes les réverbérations. Mais par exemple, si je me mets au milieu d'un champ, je peux parler et globalement, il ne va pas avoir de mur qui va empêcher le son de se propager.
Idem dans la lumière de l'espace. L'espace étant principalement vide, la lumière du soleil, elle avance vers la Terre sans obstacle. Pareil, dans les ondes à la surface de l'eau, je balance un caillou au milieu d'un lac. Si le lac est suffisamment grand, les effets de bord, en physique, ce qu'on appelle en physique, par exemple, les effets dus au fait que le lac est fini, on va pouvoir les négliger. Par contre, ça devient tout de suite un peu plus intéressant si on impose des conditions limites dans l'endroit où se propagent les ondes. Par exemple, qu'est-ce que je veux faire? Je veux émettre un son dans un tube ou alors une onde mécanique. Je prends une corde, je secoue une corde, mais j'impose que ma corde soit fixée au debout. Et là, en fait, on va voir qu'il peut se développer ce qu'on appelle des ondes stationnaires. C'est ce qu'on va voir ici dans cet exemple-là. Globalement, à quoi sont dues les ondes stationnaires? C'est que si j'impose des conditions limites, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, mon onde va se propager, va rebondir à l'endroit où on a posé cette condition limite. Et par exemple, si j'ai fixé le bord de la corde que je secoue, et une onde va revenir dans l'autre sens. Ce qu'on va voir dans cette petite animation qu'on peut trouver sur Wikipédia, c'est qu'il y a une onde bleue qui se propage dans un sens, une onde rouge qui se propage dans l'autre sens, et la somme de ces deux ondes va donner ce qu'on appelle une onde stationnaire. Alors, une onde stationnaire n'est pas toujours possible. En fait, il y a des conditions assez strictes pour avoir des ondes stationnaires. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans ces ondes stationnaires? Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on a bien une onde, mais elle n'avance pas. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des points, ce qu'on appelle les points rouges, qui sont les nœuds, où la valeur est toujours nulle, et on a des ventres où la valeur change entre un maxima et un minima. Et c'est ce qu'on appelle les ventres. Et du coup, il y a des conditions pour avoir ces nœuds et ces ventres sur les fréquences. Et en fait, ce qu'on voit, c'est globalement, on peut écrire les solutions et en fait, il va y avoir que certaines fréquences qui sont tolérées et globalement, plusieurs fréquences, du coup, plusieurs longueurs d'onde. Et par exemple, si on fait ça avec une corde en imposant les conditions limites que la corde doit être fixée à gauche et fixée à droite, on trouve que les seules longueurs d'onde possibles s'écrivent 2L, où L est la longueur entre ce point-là et ce point-là, sur N, où N est un entier naturel. Du coup, si on prend N égale 1, c'est ce qu'on appelle la première harmonique, c'est-à-dire que la longueur d'onde vaut 2 fois la longueur de la corde, et du coup, ici, on n'a juste pas un maxima et un minima, on a juste la moitié de la période. On peut prendre aussi N égale 2, du coup, la longueur d'onde ici de l'onde stationnaire possible, ça va être simplement L, la longueur de la corde, et on voit bien du coup le motif élémentaire. Pour N égale 3, on voit 1,5 fois le motif élémentaire. Pour N égale 4, on voit 4 fois le motif élémentaire, etc., etc. Et du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il va avoir une fréquence propre qui va être fixée en gros par les conditions limites. Et en fait, on va pouvoir se développer ici dans mon onde ou par exemple dans mon tuyau pour du son, par exemple pour de la lumière dans une cavité avec des miroirs. On va voir que c'est le principe un des principes du laser, même si le laser est, pour le comprendre, il est quantique, mais globalement, ça va être des réverbérations d'ondes. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il y a certaines fréquences qui vont être admissibles. Et si on connaît par exemple la fréquence F0 de l'onde, la première harmonique, on sait que la fréquence F1 de la deuxième harmonique sera 2 fois la fréquence élémentaire. La fréquence de la troisième harmonique, ça sera 3 fois la première fréquence, etc., etc. Du coup, il y a une relation entre les fréquences possibles pour les ondes stationnaires et ça dépend en gros des conditions aux limites qu'on impose sur notre milieu. Et ici, ça ne veut pas dire que l'onde ici va être stable. Ce qu'on va voir, c'est que l'onde va simplement osciller. Là, ça va être les nœuds, du coup, les endroits où l'onde ne bouge pas. Et là, on va avoir le ventre, du coup, l'onde va osciller comme ça. De même ici, là, on a un nœud, on a 1, 2, 3 nœuds, et on va bouger comme ça, et on va bouger comme ça. Ce qu'on voyait sur l'image d'avant. Ça, c'est les harmoniques. Et c'est très utile en musique, c'est très utile, par exemple, sur les guitares, sur les instruments avant, etc., etc. Et c'est ce qu'on voit ici dans mes oscillations. C'est qu'on a différentes harmoniques possibles, différentes solutions. Là, on a la première solution où, à la première fréquence, là, le double de la fréquence, 3 fois la première fréquence, 4 fois la première fréquence, 5 fois la première fréquence, 6 fois la première fréquence. Ça, les différents modes possibles, du coup, il y en a une infinité, hein, il y a 7 fois, 8 fois, etc., jusqu'à l'infini. Et voilà ce qui peut se propager comme onde stationnaire, par exemple, pour une corde où j'ai fixé les deux bouts. Et en fait, c'est ce qu'on voit, on peut le voir, hein, ça paraît être un peu bizarre ce phénomène, mais en fait, on le voit grâce à cette vidéo de l'école européenne d'ingénieurs dans génie des matériaux. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la corde de Meld. On fait simplement vibrer une corde.
Là, c'est le premier mode qu'on voit. On augmente la fréquence de vibration. Hop, on voit le deuxième mode. En augmentant encore, on va voir le troisième mode. On voit bien les deux nœuds ici. Et en augmentant encore, on va voir le quatrième mode. Et on voit bien qu'on peut voir que d'autres modes. Pour les autres fréquences, on ne voit pas qu'une onde stationnaire se met en place. Ça s'appelle une commune les cordes de Moeld. Et il y a aussi un autre phénomène qui est exactement le même, mais c'est pour ce qu'on appelle c'est un tube de Rubens. Et en fait, on va faire de même avec du gaz. Et je vais vous laisser l'explication de la vidéo. Nous proposons ici une expérience pour mettre en évidence des ondes stationnaires dans un tube cylindrique. Cette expérience a été initialement réalisée par le physicien allemand Heinrich Rubens en 1906. Le dispositif consiste en un tube de métal de 8 cm de diamètre, de 3 mètres de long, rempli de gaz de ville. Il est percé sur le haut de trous régulièrement espacés de 1 cm et de 1 mm de diamètre. Une extrémité du tube est fermée par un bouchon et l'autre par un haut-parleur. Nous allons enflammer le gaz qui sort du tube et mettre en mouvement la membrane du haut-parleur à l'aide d'un générateur basse fréquence. Nous remarquons que pour certaines fréquences, les flammes se distinguent par leur hauteur et leur vivacité. Ce phénomène résulte de la différence de pression au niveau de chacun des trous, différence de pression engendrée par la propagation et les réflexions de l'onde acoustique envoyée dans le tube. En faisant varier la fréquence du GBF, nous recherchons la mise en résonance du gaz. Nous observons alors des ondes stationnaires qui se manifestent par la clarté et une différence de grandeur de flamme plus marquée le long du tube. La rangée de flammes est divisée en espaces égaux, correspondant chacun à une demi-longueur d'onde. Ainsi, localement, il se crée des coins avec une pression qui oscille fortement, ventre, et des points à pression constante, nœud. En augmentant la fréquence d'excitation de la membrane du haut-parleur, nous trouvons les résonances successives correspondant au mode propre du système. Du coup, voilà, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est ce tube de Rubens. Et ce qu'on voyait, du coup, c'est le même phénomène que la corne de Meld, sauf qu'ici, c'est une onde sonore, une onde stationnaire sonore. Et du coup, le son, comme on a vu, il va y avoir des zones où la pression va être la même que la pression atmosphérique et des zones où on va avoir une surpression. Et à l'endroit de ces surpressions, ce qui va se passer, c'est que le gaz va pouvoir s'échapper et du coup, la flamme va être plus grande. Et on voyait du coup bien ces différents modes se propager. Si on regarde aussi cette équation d'Alembert, on voit qu'il est réversible dans le temps. C'est-à-dire que si on a une fonction qui est solution et qu'on inverse l'axe du temps, elle va se retrouver elle-même solution. Et ça, c'est un phénomène assez intéressant et je vais vous montrer une vidéo qui explique bien ce renversement temporel. Du coup, c'est une expérience réalisée en 2010. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé l'eau à un certain endroit, du coup on a un certain impact et on a la propagation du coup de ce front d'onde qu'on voit là. Et du coup ils vont laisser l'onde se propager et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est sur les bords de la piscine, ils vont mesurer le signal reçu à cause de l'onde. Et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? C'est comme l'onde est réversible, ils ont enregistré du coup le signal qui recevait dû à la vibration de l'onde et ils vont la rejouer à l'envers. C'est-à-dire que ce qui a été capté par les murs, ils vont refaire vibrer les murs à la même fréquence pour propager l'onde dans l'autre sens. Et idéalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si on regardait la vidéo à l'envers. Bon, là, c'est la vidéo à l'endroit, du coup, ils ont fait vibrer les murs. Et qu'est-ce qui devrait normalement se passer? C'est que comme l'onde est un phénomène réversible, on va avoir la propagation dans l'autre sens. Et ce qu'on va voir, c'est que normalement, toutes les ondes devraient se focaliser au point de l'impact. Du coup, là, ils ont refait vibrer leur mur. Du coup, les ondes se propagent grâce à elles sont solution de l'équation d'Alembert. Du coup, elles se propagent comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens d'un point de vue temporel. Et ce qu'on va voir, c'est que bientôt, on va voir que ici, les ondes vont se concentrer ici. C'était exactement l'endroit de l'impact. On arrive, hop, les ondes ont l'air de se concentrer. Attention, là, on va voir, hop, elles se concentrent là. Du coup, ce qu'on voit ici, c'est que les ondes sont un phénomène réversible. Et c'est un phénomène assez intéressant parce que tous les phénomènes en physique ne sont pas réversibles. Par exemple, les équations du mouvement de Maxwell de Newton qu'on a vu la semaine dernière
réversibles. Et c'est-à-dire que si je balance un objet d'un point A à un point B, bah, je peux le balancer du point B au point qui sont à la même hauteur, je peux refaire le mouvement dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'équation des chocs, si une boule A rentre dans une boule B, bah, je peux refaire le choc dans l'autre sens. C'est ce que je voulais dire, pardon, pour la réversibilité de l'équation des lois du mouvement. Par contre, on verra qu'il y a plein de phénomènes en physique où la réversibilité n'est plus vraie. C'est ce qu'on verra là, dans les prochains jours, dans les prochains cours pour la physique statistique. Mais pour les ondes, là, on a un phénomène réversible. C'est-à-dire que l'onde peut se propager dans un sens d'un point de vue temporel ou l'autre. Comme on le voit bien, ça reste un sinus simplement, ou un cosinus. Alors pourquoi je vous ai parlé que de sinus et de cosinus depuis le début, c'est en grande partie grâce aux travaux de Joseph Fourier. Joseph Fourier, c'est un mathématicien français qui s'est intéressé à un moment à l'équation de la chaleur, c'est-à-dire comment se diffuse la chaleur dans un milieu, et il a eu besoin de développer un outil mathématique pour faire ça qu'on appelle décomposition de Fourier. Et qu'est-ce que nous dit ici la décomposition de Fourier? C'est que toute presque fonction périodique de période t peut être exprimée comme une somme de cosinus et de sinus, qui sont des harmoniques de la fréquence du signal. C'est-à-dire que je prends un signal f, qui a une certaine période t, qu'on retrouve ici, et ben on peut l'écrire comme une somme, avec une infinité de termes de cosinus. Ici, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est du coup x c'est la variable, t c'est la période, on met un 2π par habitude, on va dire, et en fait, pour n égale 1, on trouve x de pi sur t, du coup une période t, puis pour n égale 2, on va trouver une période t sur 2, n égale 3, une période t sur 3, etc. etc. Et du coup, c'est bien les harmoniques de tout à l'heure, parce que t, c'est notre fréquence initiale, le f, le t sur 2, ça va être 2 fois la fréquence, t sur 3, ça va être 3 fois la fréquence. Du coup, ce qu'on écrit ici, que on prend un signal avec une fréquence f, bah, on va pouvoir l'écrire comme une somme de cosinus et de sinus des différentes harmoniques de cette fréquence. Et ça, ce qu'on voit ici, ces coefficients, ça va être des coefficients pour dire, en gros, est-ce que l'effet de la période, du coup, n fois la fréquence initiale va être grand ou pas. Ça, on va jouer un peu avec. Alors, c'est une formulation mathématique qui semble un peu compliquée, mais en fait, ça a plein d'applications concrètes grâce à ce super site dont je mettrai le lien en description. Si on prend ce signal-là, c'est bien un signal périodique parce qu'on répète un certain motif. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'écrire grâce à ce théorème de Fourier comme deux fréquences, comme le somme de deux signaux. Ce signal-là, du coup, qui a la même fréquence que le premier, et celui-là qui a le double de la fréquence. Et en sommant les deux, on arrive à retrouver ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire pour des choses un peu compliquées. Là, on a un signal un peu carré en marge d'escalier. Et en fait, il peut être décomposé comme une somme de fonctions cosinus et sinus. Et ce qu'on voit bien, c'est que la première vague ici a exactement la même fréquence que la première, que le signal qu'on veut décomposer. Là, on a le double de la fréquence, le triple de la fréquence, le quadruple de la fréquence, et on va pouvoir reconstruire ça à l'infini. Et ce qu'on voit ici, c'est, je vais vous dire, là, c'est uniquement si je garde la première décomposition. Ça me donne l'onde bleue. Si je prends le deuxième coefficient, du coup, c'est la deuxième harmonique, j'obtiens ça, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et en fait, rapidement, on voit qu'on tend vers la fonction carrée qu'on voulait. C'est sûr, plus on rajoute, normalement, on doit rajouter une infinité de termes. Et plus on rajoute de termes, plus l'effet est petit. Si je les rajoute tous, je trouve bien le signal initial. Mais si j'en enlève quelques-uns vers la fin, globalement, on reconnaît bien le signal. Et ça veut dire que théoriquement, on a besoin de l'infinité des harmoniques pour redécrire ce signal-là. Mais si j'en prends qu'une certaine fraction, par exemple, si je reprends les 15 premiers termes, j'ai une bonne approximation de mon signal. Et en fait, ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir des implications, par exemple, en compression du signal. Par exemple, un son, une image, on peut le voir comme on va dire, schématiquement une fonction périodique. Et pour les puristes, par exemple, du son, on a des formats, par exemple, le format MP3 ou MP4, c'est une compression du son. Parce que si j'enregistre, je prends mon CD et je prends une chanson et je la mets sur mon ordinateur, ça va peser plusieurs dizaines de mégaoctets, le signal non compressé. Par contre, on voit bien que quand on le met sur notre téléphone, une chanson, ça peut peser 3 mégaoctets. Du coup, ça veut dire qu'on a perdu, si on a compressé, si l'objet
Si la musique pèse moins en octets, ça veut dire qu'on a perdu de l'information quelque part. Pourtant, en écoutant le signal non compressé compressé, globalement, c'est plutôt la même musique à chaque fois. Et en fait, ça utilise cette théorie de Fourier. C'est le son étant un signal périodique, on va faire la décomposition de Fourier de la musique et on va garder uniquement les coefficients les plus importants dans la décomposition de Fourier, ceux qui avaient un AN de F grand. Ceux qui ont un petit AN de F, on va les négliger. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, on a quasiment le même signal. Du coup, on n'est pas obligé de s'embêter à stocker toutes les autres valeurs, l'infinité de valeurs qui restent pour les petits signaux, pour ceux des harmoniques les plus grands. Et du coup, ça va nous permettre de stocker moins de valeurs et du coup, que le fichier prenne moins de place. Et là, je peux faire n'importe quelle onde, voilà, une onde un peu particulière, et cette onde est bien périodique. Ça, c'est mon motif élémentaire qui va se répéter. Et qu'est-ce qu'on voit? On peut le décomposer. Et si j'enlève des fréquences, je retrouve quasiment mon signal. Si j'en garde qu'une, j'ai pas du tout mon signal, mais en prenant une petite dizaine, une petite vingtaine, je retrouve bien le signal que j'avais dessiné à la base. Si je prends tout, c'est bien mieux, mais je suis pas obligé de tout garder. Mais ça, c'est une des applications concrètes de la décomposition de Fourier. Et voilà, c'est très utilisé en compression vidéo, en compression d'image. Ça nous permet de compresser un signal en perdant légèrement en qualité. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel signal périodique peut être écrit comme une somme de cosinus et de sinus. Et, c'est défini uniquement à partir des harmoniques de la fréquence du signal. Et du coup, c'est-à-dire que c'est un principe qu'on aime bien, c'est un principe de superposition physique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier la réponse d'un système pour, par exemple, le cosinus à une certaine fréquence. Et comme on sait que toute fonction périodique va être pouvoir d'une certaine fréquence f va pouvoir être décomposée comme une somme infinie de sinus et cosinus des harmoniques de cette fréquence f, ce qu'on va pouvoir faire simplement, c'est utiliser le principe de superposition. Si on sait que le système se réagit pour un cosinus, de cette façon, on sait comment il va pouvoir réagir pour la somme de cosinus, et si on sait comment il va réagir pour la somme de cosinus, on sait comment il va réagir pour notre fréquence en question. C'est pour ça que depuis le début, je vous dessine que des cosinus et des sinus, parce que savoir comment le système réagit pour un cosinus et un sinus, on saura comment il va réagir pour n'importe quel type d'autre onde. Alors, il y a plein de phénomènes cool associés aux ondes, la réflexion, la réfraction, par exemple, la dispersion, la diffraction, l'interférence, l'effet Doppler-Lumière du son. On a déjà vu les deux derniers. Je vais vous parler un peu des autres. Et par exemple, la réfraction, ce que je vous ai dit que c'est de la lumière, n'importe quelle onde, par exemple la lumière, se déplacer en ligne droite dans le vide. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, elle passe de l'eau à l'air, ou de l'air à l'eau, ou de l'eau à l'air? Et en fait, elle subit ce qu'on appelle de la réfraction. Ça, imaginons que c'est l'air, du coup, le rayon lumineux avance dans cette direction. Ça, c'est cette direction de propagation. Et en fait, il ne va pas continuer tout droit. Quand il va changer de milieu, il va changer d'angle. Et on a cette équation, c'est la loi de Snell-Descartes, qui nous dit que ce qu'on cherche ici, cet état 2, ça va dépendre de l'angle d'entrée, de l'indice du premier milieu et de l'indice du deuxième milieu. Je vous rappelle que l'indice est défini comment? C'est que, par exemple, ce qu'on voyait dans l'eau pour l'effet de Cherenkov, c'est que la vitesse de la lumière dans l'eau, c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisée par n. Et c'est ce n-là, c'est cet indice, l'indice du milieu. Du coup, voilà, quand la lumière se propage dans l'air puis dans le verre, elle va prendre un certain angle. Elle va changer d'angle et ça, c'est lié à un principe plus profond qui est, c'est le principe du court chemin qui dit que la lumière prend toujours le plus court chemin. Mais qu'est-ce qu'il faut voir? Le plus court chemin en chemin optique. Qu'est-ce qu'il faut voir ici? C'est que le, le chemin est pondéré en fait par l'indice. Comme on peut l'imaginer, moi, si je cours, je préfère courir dans l'air que dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'eau, j'ai, on va dire, plus de résistance. Et du coup, si j'ai le choix, si je dois aller d'un point, par exemple sur la plage, imaginons je cours très bien sur la plage, mais très mal dans l'eau, et je vais aller à rejoindre un point qui est dans l'eau, je vais pouvoir courir le plus longtemps possible sur la plage, courir le moins possible dans l'eau. La lumière, en fait, c'est un peu la même chose qui se passe, c'est la lumière, elle va plus vite dans des milieux qui ont un indice d'optique petit que dans les milieux d'indice d'optique grand. Et du coup, le chemin le plus court, c'est le chemin qui va privilégier le chemin, le temps passé dans le milieu d'indice le plus faible. Et en fait, grâce à cette loi générale, que je vous ai expliqué de façon très schématique,
on peut déduire cette loi de Descartes. Mais ce qui est important ici, c'est simplement retenir que la lumière se propage en ligne droite, mais quand il y a entre deux matériaux, bah, elle va être courbée. Et en fait, ça permet d'expliquer certaines choses. Par exemple, ce petit tour de magie, c'est simplement un gobelet qu'on remplit d'eau. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître la pièce. Pourquoi on voit apparaître la pièce? C'est pas qu'elle se met à flotter, c'est simplement en fait dû à la réflexion. Pourquoi? Parce que simplement avant la réflexion, bah, on n'arrive pas à voir la pièce. Pourquoi? Parce que les rayons lumineux qu'on pourrait voir de la pièce, en fait, eh bah, ils sont bloqués par les parois du verre. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est après l'eau, bah, en fait, ils peuvent s'échapper. Pourquoi? Parce que globalement, enfin, ils peuvent atteindre notre œil. Parce que globalement, grâce à la loi de Snell-Descartes, la lumière émise là, elle va émettre un certain angle qui va pouvoir atteindre notre œil. Et, ce qu'on voit en fait, c'est que on voit apparaître la pièce et c'est lié du coup, c'est à plein d'applications concrètes pour des tours de magie. En fait, le problème, c'est que notre œil ne sait pas que la lumière a fait cet angle-là. En fait, notre œil considère que l'objet apparaît ici, en fait. Parce que la lumière, en fait, pour notre œil, se propage forcément en ligne droite. Elle a du mal à comprendre euh, cet angle-là. Et c'est un peu le même idée aussi pour les mirages. Alors, qu'est-ce qu'un mirage? En fait, on a l'impression de voir de l'eau par terre alors qu'il n'y a pas d'eau, mais en fait, ce qu'on voit, c'est le ciel. C'est juste que les rayons du lumineux, si on regarde la souris, en fait, c'est pour des histoires de réfraction, ils vont être courbés et revenir vers notre œil. En fait, par exemple, imaginons le ciel, bah, on va voir la lumière qui va faire ça. Et globalement, comme notre œil considère qu'en ligne droite, en fait, ce qu'il voit du ciel ici, en fait, il va le voir par terre. C'est ce qu'on appelle un mirage. Le phénomène le plus important, je dirais, c'est les interférences. Qu'est-ce qui se passe quand on somme deux ondes? On l'a déjà un peu regardé quand deux ondes se propageaient dans deux sens différents pour le cas des ondes stationnaires, et on voyait que ça faisait du coup des ondes stationnaires. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sommer simplement deux ondes, et si on somme deux fois la même onde, on voit qu'on a deux ondes qu'on appelle en phase, et ce qu'on va avoir des interférences constructives, c'est-à-dire que la somme des deux ondes, ça va donner la onde avec la même fréquence, mais avec le double d'amplitude. Qu'est-ce qui se passe par contre, même si on somme deux ondes, mais qui sont en certain décalage, en fait, la somme est nulle. C'est-à-dire que la somme de deux ondes peut soit donner, s'ils sont en phase, deux fois la onde, ou soit ne rien donner du tout. Ça, c'est des phénomènes qu'on voit classiquement, par exemple, en mécanique classique. Là, c'est une expérience où on fait vibrer l'eau en deux points différents. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit bien la propagation des cercles concentriques pour les deux ondes, là, pas de souci. Par contre, du coup, chaque point de l'eau va avoir l'onde A, on va dire, et l'onde B. Il va y avoir des points, par exemple, le point ici où tout va bien se passer, c'est-à-dire que les deux ondes vont arriver en phase et du coup vont être des ondes constructives, c'est-à-dire que le point va recevoir, quand l'onde A va être positive et l'onde B va être aussi positive, du coup on va avoir des interférences constructives, et il va y avoir des points où ça va mal se passer, par exemple les points d'ombre, et ce qu'on va voir, c'est que on va voir l'effet ici, c'est-à-dire que le point dans l'eau, en fait, il va voir toujours les ondes en opposition de phase, ce qu'on appelle les ondes destructives, et du coup, en fait, l'altitude de l'eau, à ce point précis, ne va pas bouger. Et ça forme des phénomènes assez intéressants. Il y a des phénomènes assez intéressants en optique, et surtout ces expériences en optique, c'est les formes de Young, j'émets de la lumière, du coup une seule fréquence, la lumière peut passer par le point A ou le point B, et si j'observe du coup maintenant sur mon écran ici en F l'intensité de la lumière, il peut se passer deux choses. Il va y avoir des points de haute intensité, où ça veut dire que l'onde qui est passée de AB jusqu'au mon point D et l'onde par AC jusqu'à mon point D vont être en phase. Certes, on voit bien que ce chemin est plus long que le chemin vers le haut. Néanmoins, du coup, ça va produire un décalage dans l'onde, mais le décalage va être tel que, en fait, les deux ondes vont arriver en phase. Il va y avoir du point dans le tableau où le décalage va être tel que c'est les points sombres où les ondes vont arriver décalées. Et décalées comment? Décalées pour être en différence de phase. Et du coup, la lumière sur le tableau va être nulle. Et du coup, on va avoir une alternance qu'on appelle des franges lumineuses, ou des franges lumineuses et des franges sombres. On va avoir cette alternance. Et ça, c'est un phénomène ondulatoire. Et là, je vais vous mettre une expérience avec un laser. On voit bien du coup un laser, et ça s'appelle des trous de Young, cette expérience, et on voit bien une tache lumineuse, une frange sombre, une frange lumineuse, une frange sombre, une frange lumineuse, une frange sombre, etc. etc. Ça,
c'est ce qu'on appelle une interférence, et ça a des applications concrètes, ça en a eu plein. Une des expériences les plus classiques avec ces interférences, c'est ce qu'on appelle les interférences, l'expérience de Michelson et Morley. Alors, je vous ai dit que l'onde, la lumière, les ondes électromagnétiques se déplaçaient dans le vide, et il n'y avait pas besoin de milieu. Mais ça paraissait très bizarre aux physiciens, et les physiciens, du coup, ont considéré pendant longtemps que la lumière se propageait dans un milieu qu'on appelait l'éther, qui était un milieu qui remplissait le monde. Et du coup, comme la Terre, on supposait que la Terre se déplaçait par rapport à ce milieu qui était l'éther. Et du coup, ce qu'ont fait les physiciens Michelson et Morley, c'est d'essayer d'estimer la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Et ce qu'on voyait, c'est que ce qu'ils supposaient, c'est que par exemple le Soleil était fixe dans l'éther. On connaissait la vitesse du Soleil, de la Terre par rapport au Soleil, et comme le Soleil tourne par rapport au Soleil, on avait des expériences, on connaissait la vitesse de la lumière. Par exemple, des expériences d'IVA FISO, on avait pu mesurer la vitesse de la lumière assez précisément, grâce à des systèmes où on envoyait de la lumière sur des miroirs en faisant tourner un cercle cranté, ce qui permettait d'estimer la vitesse de la lumière. Je vous conseille d'aller voir ces expériences qui sont des expériences du 19e siècle, mais qui permettent d'estimer assez précisément la vitesse de la lumière. Et du coup, ils voulaient démontrer l'existence d'un éther du coup luminifère, et ils savaient du coup la vitesse de la Terre par rapport au Soleil. Ils supposaient que l'éther était fixe par rapport au Soleil, c'était l'hypothèse, et ils connaissaient la vitesse de la lumière. Et ce qu'ils comptaient faire, en fait, c'est utiliser ce qu'on appelle un interféromètre. Alors, comment marche un interféromètre pour mesurer pour voir cet effet? Du coup, imaginons une source de lumière. C'est le rayon violet. Il va être émis jusqu'à ce qu'on appelle une lampe séparatrice. Et qu'est-ce que va faire cette lampe séparatrice? C'est qu'en gros, elle va laisser passer la moitié de la lumière et va en réfléchir la moitié vers le haut. C'est une lame qui laisse passer la lumière et qui en même temps un miroir, schématiquement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va suivre le premier rayon. Du coup, il va être séparé en deux. Là, il va rebondir sur le miroir et après, il va encore rebondir vers l'observateur en bas. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Pour le même rayon, il peut aussi partir vers le haut, taper le deuxième miroir, redescendre et aller vers l'observateur. Et là, ce qu'on met le M', c'est l'image miroir, du coup, enfin pas miroir, pardon, c'est la rotation par rapport à 90 degrés du miroir M1. Ce qui est important, c'est la différence de distance entre ces deux-là. Pourquoi? Parce que cette différence, on la retrouve ici. En gros, on trouve que s'il y a une distance D ici, la différence entre nos ondes à la fin sera de distance de D. Et du coup, en jouant sur cette distance, on va avoir des interférences ou pas. Et ce qu'on voit, c'est que si 2 égale 0, du coup, on va avoir des interférences constructives. Et en bougeant D, si D du coup est proportionnel est égal à lambda sur 2, on va se retrouver dans le cas des ondes destructives. Du coup, en bougeant D, on va pouvoir simplement, en jouant avec D, on va pouvoir voir des interférences constructives et destructives. Et du coup, en bougeant ce D, on va voir sur notre écran, on va voir défiler ce qu'on appelle des franges, voir d'abord des franges constructives, puis destructives, du coup des franges lumineuses, puis des franges sombres, etc. etc., etc. Là, l'expérience était un peu plus compliquée, c'est du coup, ils avaient orienté leur Michelson de la façon suivante. Du coup, là, tout ce que je vous ai expliqué, c'est en considérant que la lumière se déplace à la même vitesse. Mais en fait, dans leur expérience, ils allaient utiliser la loi de composition des vitesses et faire quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est qu'ils allaient orienter leur Michelson pour que cet axe-là soit dans la direction de propagation de la Terre. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière par rapport à l'éther va changer. Du coup, en me déplaçant ici, on sait que la lumière va à C par rapport à la vitesse C par rapport à l'éther, et comme la Terre se déplace par rapport à l'éther dans ce sens-là, à une vitesse V, ce qu'on va voir, c'est que la vitesse de la lumière ici, normalement, dans leur théorie, devrait être égale à C plus V quand elle fait ce trajet-là, et quand elle rebondit, elle va être, par une loi de composition des vitesses, elle va être égale à C moins V. De même, ici, on peut calculer que en fait, la lumière ne va pas parcourir cette distance qui est là, mais va parcourir, comme le Michelson se déplace légèrement, une distance un peu plus grande. On peut faire un calcul et on trouve en fait que la différence de temps parcouru par ces deux ondes, si ça on considère que cette distance fait 10 mètres, en gros c'est 10 moins 15 secondes, ce qui est très compliqué à observer expérimentalement, ils ne savaient pas le faire à l'époque. Néanmoins, en fait, ça en fait, si on utilise ce Michelson, comme si on veut en gros cette vitesse différente de propagation dans un sens ou dans l'autre, en fait, ça va revenir à dire que la distance parcourue n'est pas la même, schématiquement.
Et ça veut dire qu'on va pouvoir observer des interférences. Et en fait, on peut calculer ce qu'on appelle l'ordre des franges, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans les mêmes conditions, si il y avait vraiment l'existence de l'éther, on trouverait que par rapport à l'image classique qu'on aurait eu, on aurait eu un décalage de 0 de frange. Du coup, on aurait pu observer ce décalage. Et tout ça grâce à un procédure d'interférence. On voulait du coup mesurer, grâce à un interféromètre, c'est l'expérience de Michelson et Morley, la vitesse, le fait qu'il y ait bien un éther où se propage la lumière à la vitesse. Et en fait, on n'a jamais observé cet effet. Et une des conclusions, en fait, c'est qu'en fait, l'éther n'existe pas, et la théorie actuelle de la physique dit que l'éther n'existe pas, et de plus que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels, ce qui peut sembler paradoxal. Il n'y a pas de loi de enfin, il y a une loi de composition des vitesses pour la vitesse de la lumière, mais qui n'est pas la même que d'habitude, que celle que je vous évoquais la semaine dernière, où on somme simplement les vitesses. Et ça donnait naissance à la relativité restreinte. Et est-ce qu'on utilise encore des interféromètres? Oui, pour détecter les ondes gravitationnelles. Schématiquement, les ondes gravitationnelles, on vous en reparlera plus en détail dans d'autres cours, mais ça fait vibrer l'espace-temps, c'est ce que je vous disais au début, et globalement, ça va créer des petites différences de longueur au passage des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est des ondes de phénomènes très très massifs, puissants. Par exemple, ce qu'on a mesuré, c'était la collision entre deux trous noirs. Et en fait, sur Terre, ça a des effets très 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 très, très faibles, très petits. Et une façon de les voir, c'est d'utiliser un interféromètre géant, plusieurs interféromètres géants qui se trouvent principalement aux États-Unis ou en Italie. Grâce à ces interféromètres géants, cette très petite différence de distance, on va être capable de la mesurer grâce à un interféromètre. Du coup, à quoi servent les interféromètres de nos jours? C'est simplement à mesurer des petites variations de distance. Et une des applications les plus concrètes, ça a été cette mesure des ondes gravitationnelles. Il y a d'autres phénomènes, des phénomènes dispersifs, c'est quand un milieu dont les propriétés dépendent de la fréquence. Et c'est ce qu'on dit, c'est un milieu dispersif. Par exemple, le verre est un phénomène dispersif, c'est-à-dire que la loi de Snell-Descartes que je vous ai évoquée pour le verre, n1 sinus I1 égale n2 sinus I2, en fait, le n va dépendre de la fréquence de la lumière. C'est-à-dire que si on envoie un rayon incident lumineux ici, pour chaque longueur d'onde de la lumière, ils vont pas avoir exactement le même angle. Du coup, en sortie, en fait, on va voir, c'est ce qu'on utilise, ce qu'on appelle un prisme, et une belle pochette d'album. On va retrouver du coup la décomposition de la lumière. Pourquoi? Parce que simplement la lumière blanche, à la base, en fait, chaque rayon, du coup, la lumière blanche, c'est une somme de toutes les fréquences. Ça se propage à la même vitesse ici, mais c'est différentes fréquences lumineuses. Et ce qu'on va voir simplement, c'est qu'on va pouvoir retrouver cet arc-en-ciel. D'autres applications, c'est la ionosphère, c'est ce qu'on appelle un plasma. Et en fait, pour rentrer dans ce plasma, pour qu'une onde sonore, une onde lumineuse rentre dans ce plasma, il faut qu'elle ait une certaine fréquence minimale. Du coup, si elle a une fréquence plus petite que cette fréquence médicale, elle rebondit. Et c'est le principe des radio grandes ondes, c'est-à-dire que c'est des ondes avec des fréquences assez faibles. Et du coup, ces ondes ne vont pas pouvoir rentrer dans la ionosphère. Du coup, elles vont rebondir sur Terre, puis dans la ionosphère, ce qui nous permet de les propager au niveau de la Terre. Alors que si on veut quitter l'espace, si on veut envoyer des informations satellites, il faut des ondes avec une certaine fréquence suffisamment élevée pour qu'elles puissent traverser. Du coup, ça c'est aussi c'est un milieu dispersif. Et on va finir rapidement sur la dualité onde-corpuscule, et Tristan vous en parlera beaucoup plus en détail la semaine prochaine lors du cours de mécanique quantique. Alors, au XVIIe siècle, il y avait un débat entre Huygens et Newton. Est-ce que la lumière est une onde? Est-ce que la lumière est une particule? Et la théorie de Huygens, c'est une onde. La théorie de Newton, c'est une particule. Et Newton, c'était une des sommités de l'époque. Et avec ce qu'on appelle l'optique géométrique, la théorie corpusculaire, il l'emporte. Par contre, au XIXe siècle, Fresnel, Max et Young, tout ce que je vous ai expliqué là, je vous ai montré plein d'expériences qui montrent que la lumière est une onde. Pourquoi? Parce que capable de faire des interférences avec. Et ça, c'était un phénomène purement ondulatoire. Et au XXe siècle, début du XXe siècle, Einstein revient, le photon, bam. Et le photon, c'est-à-dire qu'il y a des particules de lumière. Du coup, on était un peu perdu. Est-ce que c'est une onde? Est-ce que la lumière est une onde? Est-ce que la lumière est une particule? Et en fait, la réponse, c'est les deux. Et on
peut même aller plus loin que ça, c'est toute matière est dotée d'une onde en fait. C'est la théorie de Louis de Broglie. Et je ne vais pas revenir dans les détails, mais ce qu'il nous dit ici de Broglie, c'est que chaque particule de matière est aussi une onde. Et voilà, c'est un phénomène assez contradictoire. Et au début, durant sa soutenance de thèse, les gens lui demandaient, c'était un peu loufoque, comment on pourrait l'avoir. Et il dit par exemple un électron qui est une particule massique. Si on était capable de diffracter des électrons, qui est un phénomène énergétique, on montrait que les électrons sont bien des ondes. Il y a bien des applications où les électrons sont des ondes. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Et il y a eu Thomson père en 1906 qui a eu un prix Nobel pour la découverte de l'électron. Et il y a eu surtout Thomson fils qui a eu un prix Nobel 30 ans plus tard pour la découverte de la diffraction des électrons. Du coup, Thomson père a découvert l'électron en tant que particule et Thomson fils a découvert l'électron en tant que qu'onde. Et ce qu'on va voir, je vais vous montrer cette petite vidéo, c'est que globalement, en physique quantique, les objets sont à la fois des ondes et des particules. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de revenir la semaine prochaine. On va commencer avec cette petite expérience de diffraction. C'est, OK, si je prends une particule et je fais l'expérience des fentes de Young, simplement on va obtenir ça. Vous êtes bien d'accord, la particule passe soit à gauche, soit à droite, et on ne va pas du tout voir de figure de diffraction. On ne va rien voir. Par contre, avec une onde, ce qu'on voit, c'est que on va voir ces figures d'interférence, de diffraction, et du coup, on va voir ces franges sur l'écran. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, pour un objet quantique, il va avoir cette fonction d'onde, du coup, cet objet va se propager, et cet objet, en fait, va pouvoir passer, on va dire, très schématiquement par le trou gauche et par le trou droit, et on va avoir une seule réalisation. Par exemple, ça, c'est une expérience photonique, on envoie un photon, et on va voir qu'on peut modéliser les fonctions par une fonction d'onde, et ce qu'on va voir affiché sur l'écran, c'est un point puis un autre pour chaque photon. En fait, ce qu'on va voir, c'est que si on envoie plein de photons, on va bien avoir aussi ces franges. Alors que le photon, là, on l'a modélisé comme une particule, mais aussi comme une onde. Et là, encore plus incroyable, si je rajoute un observateur, du coup, si je regarde si le photon passe à gauche ou à droite, en fait, on va se retrouver exactement dans le cas des particules. Si on regarde où il passe, on voit plus ces phénomènes d'interférence. Si on ne regarde pas où il passe, on voit ces phénomènes d'interférence. Ça, c'est une explication très rapide. Et si vous voulez vraiment comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche, je vous conseille de venir la semaine prochaine au cours de Tristan de mécanique quantique. Merci de votre attention et à une prochaine fois.